Nadia Mansour, donc je suis DGA d'Econocom Maroc. Econocom Maroc, on est le centre de service d'Econocom qui est positionné sur Rabat. On a 400 collaborateurs qui opèrent essentiellement sur la workplace et l'infrastructure. Donc, quand je parle d'infrastructure, c'est tout ce qui tourne autour de la supervision, la maintenance des applicatifs et des data centers. Alors, moi, quand j'ai été invitée, on m'a expliqué que le thème portait autour des défis de l'offshore. Donc là, ce que je vois, c'est que quand même le panel est quand même assez représentatif. J'attends en fait Badra de Capgemini, c'est pour ça que je regarde. Elle a dit qu'elle a essayé de nous rejoindre. Donc, on m'a expliqué que voilà, de débattre autour des défis de l'offshore. On est tous des acteurs de l'offshore, on connaît nos défis. Et je pense qu'on peut changer, je pense qu'on n'est même pas enregistré, changer sans langue de bois entre nous, parce qu'on est quand même en comité un peu restreint sur les difficultés qu'on rencontre, mais aussi les succès. Je disais à M. Schraibi tout à l'heure que je n'ai pas eu l'opportunité d'écouter son interview sur Lux Radio. Je pense qu'il a une très bonne image aussi de quels sont nos atouts, que chacun de nous a une belle image aussi des défis. Je pense qu'à notre niveau individuel, et j'ai bien aimé le sujet de vendre la destination Maroc, on est tous ambassadeurs de la destination Maroc. On essaye de défendre l'attractivité de ce pays, même si parfois on a quand même des difficultés. Peut-être que j'évoquerai aussi les miennes hein, pour lancer le débat. Mais en tout cas, à mon niveau, dans les difficultés ou les défis que je vois, ils tournent essentiellement autour des bassins d'emploi, de la compétitivité sur les salaires, des coûts sur l'infrastructure. Je le disais à certains de mes confrères, le Maroc, maintenant, on n'est plus une destination qui est tournée vers du low cost. C'est une destination où aussi on vient chercher de l'expertise. Et plus on vient chercher de l'expertise, moins le différentiel de coûts est important avec les équipes qui nous confient des deals ici au Maroc. Et on va finir par arriver à un moment où, entre les salaires qui se rapprochent des salaires européens, entre notre infrastructure qui est quand même lourde et qui nous coûte, hein, que ce soit sur la partie télécom ou que ce soit même sur les loyers, on va finir par arriver au même salaire qu'en Europe. Et quel sera à ce moment-là l'avenir de l'offshore marocain? Ah, voilà. Pour l'anecdote, il n'y a même pas 2 semaines, j'étais avec un nouveau directeur qui est arrivé chez Econocom, qui est originaire du sud de la France, et qui m'indiquait que le loyer que je payais chez Econocom sur Technopolis, aussi que le loyer qui est d'une zone sur la Côte d'Azur, hein, puisqu'elle était à 10 000 Nice. Et donc là, quand j'ai vérifié, c'était effectivement le cas et ça pose des questions. C'est très intéressant le sujet que tu as élaboré. D'un point de vue vraiment des défis qu'on voit ici au Maroc actuellement, c'est plus ou moins c'est que le Maroc a été aperçu dès le départ comme une destination low cost, ce qui n'est pas vraiment le cas parce que les calibres, le niveau d'éducation qui se trouve ici au Maroc est plus élevé que ce qu'on peut trouver dans certaines destinations locales. Le problème, c'est que c'est très difficile de pouvoir maintenir les personnes ici au Maroc et le plus gros challenge, c'est le bassin qu'on trouve des personnes qui souhaitent continuer leur carrière. Ce que nous, on voit et on constate depuis certaines périodes, c'est que les nouvelles personnes qui intègrent le domaine, merci, les nouveaux recrues ou bien les fraîches diplômés qui viennent d'intégrer les entreprises ou bien le marché de l'offshoring, ils ont une tendance un peu particulière. C'est qu'ils restent pour une certaine période juste pour enrichir un dossier qui leur permet d'obtenir un visa d'immigration. Et une fois qu'ils ont ce visa, ils partent. Par contre, ces personnes, ils ont une certaine qualification qui est très demandée et cherchée. Je le vois d'une autre façon, c'est que le Maroc doit se présenter comme une destination qualitative, non pas low cost. Parce que et essayer de communiquer plus avec les jeunes et les nouveaux gradués sur le futur. Si on regarde un peu sur
les prochaines années. Il y a beaucoup de développements qui se trouvent aujourd'hui. Et le Maroc est en train d'avancer avec une vitesse qui est plus ou moins TGV de mon point, très grande vitesse. Et avec cela, il faut aussi changer la perception que les nouveaux jeunes, ils ont vis-à-vis le marché de travail marocain. Pourquoi ils trouvent des opportunités en Europe ou bien ailleurs? C'est parce que la porte d'immigration est toujours ouverte là-bas. Ils n'ont pas assez de nouveaux nés ou bien les personnes graduées des universités ou bien qui ont certaines qualifications, ils commencent à diminuer. La population elle-même diminue. C'est la raison pour laquelle ils font appel à l'immigration de certaines autres destinations. Pourquoi immigrer si on a la qualité, on a la technologie, on a l'infrastructure, on a les ressources, on a le niveau éducatif qui leur permet de trouver ce travail? Il faut juste essayer de leur expliquer les avantages que s'ils restent ici, ils peuvent avoir sur le long terme. Et différencier la destination Maroc d'une destination low cost vers une destination qualitative. Parce que si on rentre dans la guerre low cost, c'est sûr et certain, le loyer aujourd'hui, le mètre carré au Maroc, il est plus élevé que celui qui se trouve en France, en Portugal, en Espagne. Et ça s'approche aussi sur certains, beaucoup d'endroits dans le monde entier. Donc, c'est plus une destination low cost comme c'était le principal point de vente pour trouver des nouveaux marchés à travers l'Europe. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le Maroc se concentre plus sur le français ou bien sur la destination France. Par contre, on a commencé certains projets avec d'autres langues, comme l'anglais, comme l'italien, comme l'allemand. Et on était un peu surpris qu'on a trouvé des ressources qui ont certaines qualifications et qui peuvent débuter dans sa carrière. Il ne faut pas se baser sur le marché français uniquement. Avec le potentiel qu'il y a ici, je pense que le marché européen et américain et international, il y a de quoi faire. L'année passée, cette année, il y a 2 mois, j'étais en Allemand. J'ai trouvé pas mal de Marocains qui travaillent là-bas et que théoriquement, ils opèrent dans la même industrie de l'offshoring, mais en Allemagne. Ben, c'est plus ou moins le challenge que moi je vois actuellement et je passe la parole à... Alors, moi, je vais juste compléter ma présentation de tout à l'heure pour comprendre un petit peu ce qu'est Mayopla. Donc, moi, je suis arrivé il y a 11 ans au Maroc. Je connaissais pas le Maroc. Je connaissais Marrakech pour les vacances, mais je connaissais pas le Maroc pour le travail. Et à l'époque, j'ai décidé, sur un coup de cœur, de m'installer à Tanger. On a déjà commencé à me prendre un peu pour quelqu'un de pas tout à fait normal, parce que la facilité, c'était d'aller à Casa ou à Rabat. Donc, je pense que le Maroc, il permet aux investisseurs et aux entrepreneurs d'être audacieux. Et je pense qu'il faut être audacieux aussi sur la partie région. Aujourd'hui, on va pas assez dans les régions. Donc, il y a 11 ans, je démarre à Tanger. On m'avait expliqué que le matin, les gens, ils travaillaient pas à Tanger, qu'ils parlaient pas français. Bon, j'ai réussi à recruter 700 personnes assez vite. Ensuite, j'ai ouvert à Tétouan. Donc Tétouan en zone abandonnée. Donc il y a 2 personnes qui sont avec nous aujourd'hui sur le comment s'appelle le parc offshore. Et pareil, à Tétouan, il y a beaucoup de ressources. Il n'y a pas toute cette compétition qu'on a à Rabat et à Casa, et il y a des choses à faire. Et puis enfin, j'ai décidé d'aller à l'OCIMA. Alors là, lui, il est littéralement fou. Et pareil à l'OCIMA, donc on a réussi à démarrer une activité avec des niveaux de qualité de ce qu'on fait par ailleurs. Donc nous, on n'est que dans le BPO, hein, donc c'est quand même différent de la partie IT. Donc moi, je pense que sur la partie ressources, il faut être un petit peu plus audacieux, et puis il faut sortir des zones de confort. Et je ne parle pas des impacts sur le turnover ou des choses comme ça. Sur la partie immobilière, en effet, c'est cher.
Donc moi, j'ai décidé de construire des bâtiments. Donc voilà, donc j'ai construit 12 000 mètres carrés de bureaux dans le nord du Maroc, à Tanger, à l'Océima. Et j'ai réglé la problématique en effet des coûts des mètres carrés. Bon, les télécoms, j'ai pas pu faire grand-chose parce que c'est compliqué d'être opérateur. Mais voilà, donc je pense que l'avenir du Maroc, il passe aussi par le développement des régions. Et c'est un vrai sujet. Et ensuite, sur l'évolution de notre métier, on entend parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, je travaille plus avec l'optique donc de mon entreprise, Myopla, c'est quels sont mes leviers de croissance. Voilà, je ne vais pas essayer d'aller passer beaucoup de temps à lire beaucoup de choses. Donc, c'est quoi les leviers de croissance 90% de mon activité est au Maroc. J'ai aussi 2 sites en France, mais l'activité principale est au Maroc. Donc, les leviers de croissance pour le Maroc, aujourd'hui, j'en vois 4. Le premier, c'est le BPO. Donc, nous, d'ailleurs, on ne sait pas trop comment se présenter. Donc, Youssef, il se présente d'une façon, il dit qu'il est opérateur. Certains disent, toi, tu bosses dans un call center. Après, c'est des centres de contact. Donc, quand on discute avec Mohamed du SICAM, c'est encore autre chose. Donc, je pense que l'avenir de notre métier, il est dans le BPO, parce que ce qu'on a constaté, c'est que moi, il y a 10 ans, on traitait que des appels. Ensuite, on a traité multi-contact. Donc, on est devenu centre de contact. Et puis, aujourd'hui, 30% de notre activité, c'est du BPO. C'est-à-dire que nos clients, avec qui on a commencé sur du centre de relations clients, nous ont sollicité pour développer des métiers autour de la finance, du marketing, de la logistique. Et aujourd'hui, on a tout un tas de personnes qui nous rejoignent pour développer ces métiers-là. Et ça, c'est un axe de croissance qui est important. Aujourd'hui, en 3 ans, c'est devenu 30% de notre activité et c'est 70% de notre croissance. Donc, c'est là qu'on va la chercher. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, tu en parlais juste avant, c'est l'international. Le Maroc est très peu connu pour sa capacité à fournir des ressources qui vont parler plusieurs langues. Nous, à Tanger, on a une centaine de personnes et on parle 7 langues. Donc, en natif, des Anglais, de l'italien, de l'espagnol, du portugais. Et aujourd'hui, il y a un vrai sens, une vraie sollicitation des clients, des marques européennes pour cette partie-là. Pourquoi? Parce que historiquement, le multilangue, c'est en Irlande, un peu en Hollande. Ensuite, c'est parti vers la Turquie, c'est parti ensuite vers l'Espagne. Tous les salaires en Europe ont augmenté. Aujourd'hui, ils sont plus très compétitifs sur cette partie-là. Et là, il y a une vraie opportunité. Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est le marché local. Je pense qu'il faut s'intéresser au marché local. Donc le Maroc est au bord d'une grande transformation, surtout dans nos métiers. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir le premier centre de relations clients en langue amazigh, puisque ça correspond à une demande aujourd'hui d'opérateurs télécoms, de grandes banques, d'assurances. Et puis le quatrième levier où le Maroc a une vraie place, c'est l'innovation. Et l'innovation, donc pareil, on entend parler de beaucoup de choses en ce moment. Je pense que l'innovation dans notre métier, elle va apporter beaucoup de choses, mais surtout, elle va repositionner l'humain autour au cœur de notre métier, avec une innovation qui va en effet permettre d'apporter beaucoup de facilité, beaucoup de progrès. Donc voilà, donc c'est la vision de Myopla sur les potentialités du Maroc. Et je passe la parole à Youssef. Merci. Alors moi, je présente aussi rapidement mon activité. Donc nous, on a démarré il y a 21 ans au Maroc dans un métier unique qui était celui de la relation client. Aujourd'hui, on a 4 métiers. Donc avec le BPO qu'on a beaucoup développé, mais à Madagascar, puisque pour le coup, sur cette activité, la dimension économique est fondamentale. Et donc, c'est sur ce type de process relativement... c'est vrai, Madagascar est une destination assez idéale, alors qu'au Maroc, on continue à développer les à plus forte valeur ajoutée. On est présent en Tunisie aussi, similaire, mais on a développé également une verticale santé. Donc aujourd'hui, dans nos métiers, on a un peu plus de 300 médecins qui sont salariés chez nous et qui travaillent pour des médecins en France pour gérer leurs comptes rendus médicaux. Donc vous voyez que dans l'outsourcing, il y a énormément de métiers
et qu'on ne peut pas réduire ça à l'IT ou au centre d'appel. C'est quasiment illimité en termes de domaine d'application. Et enfin, on a développé une filiale autour de la robotique process automation et de l'intelligence artificielle, qui sont pour le coup le vrai sujet d'actualité de nos clients. Et nous, depuis 21 ans, la seule chose qu'on fait, c'est d'essayer de répondre au mieux aux attentes de nos clients. Et quand on a démarré, ils recherchaient des ressources à moindre coût. Et c'est encore au Maroc qu'on continue à faire la plus grande croissance, bien que ce sont là où on a les coûts les plus élevés. Hein. En Tunisie, les salaires sont 2 fois inférieurs. À Madagascar, ils sont 4 fois inférieurs. Et le plus gros de la croissance continue à se faire au Maroc. Et donc moi, je suis beaucoup optimiste que vous par rapport à cette problématique de coût, parce que l'enjeu, il est dans l'expertise qu'on peut apporter. Et même quand je vois il y a 20 ans, quand l'offshoring a démarré et que tous les experts prédisaient une disparition du métier de la relation client en France, on voit que jusqu'à aujourd'hui, le secteur est encore créateur net d'emplois en France. Il crée encore des emplois chaque année. Donc le Maroc va continuer à créer des emplois chaque année dans ce secteur. Et c'est pas parce que la Tunisie est 2 fois moins chère ou que Madagascar est 4 fois moins cher qu'on va s'alarmer en se disant tout le monde va migrer ses opérations là-bas. Le nerf, c'est la maturité des partenaires qui sont présents et qui vont réellement accompagner leurs clients dans la mise en place de dispositifs innovants. Et c'est pas en Afrique subsaharienne qu'on va les trouver. Et ça continue encore dans les zones où justement il y a cette expertise, cette maturité de bassin de l'emploi, la présence de l'encadrement intermédiaire qui est fondamental dans nos métiers. Et tout ça fait que il faut qu'on arrête de rouspéter en disant les salaires augmentent, les loyers sont chers. D'abord, les loyers, ça pèse rien dans nos coûts. Les salaires, ils vont jamais atteindre des niveaux européens. Ça va augmenter, mais la réalité, c'est que dans nos métiers, ça s'est stabilisé depuis 10 ans, ça augmente pratiquement plus. Sauf pour les managers, mais les top managers, c'est normal, il faut les payer cher, c'est eux qui font la différence. Mais au niveau du gros de la production, et puis de toute façon, la bataille des coûts, on l'a déjà perdue depuis longtemps. Donc, on est les plus chers en Afrique. Ça fait 15 ans qu'on est les plus chers en Afrique. Mais ça fait 15 ans qu'on est la destination la plus attractive. Et on va le rester parce que les entreprises qui font le secteur, les leaders dans le BPO, c'est des entreprises très innovantes qui sont en train de faire leur transformation, et notamment avec l'intégration de l'intelligence artificielle, qui n'est absolument plus une menace, mais qui fait partie de notre offre aujourd'hui, puisqu'on propose des solutions bundlées avec une automatisation importante sur tout ce qui mérite pas une interaction humaine. Donc nous, aujourd'hui, on est devenu également intégrateur de solutions et on va sur un process conseiller de gérer 30% en automatisé avec les bonnes solutions qu'on met en place. Et donc, on a changé de métier. On est devenu des acteurs qui offrent des solutions bundlées, humaines et technologiques. Et on n'est plus des preneurs d'ordre, mais on est réellement des entreprises qui sont là pour aider, accompagner leurs clients à créer de la valeur au niveau de toute la chaîne. Donc c'est pour ça que je suis très, très confiant et qu'on va continuer à créer au moins 10 000 emplois par an chaque année au Maroc. Et on a en plus un contrat programme qui est en attente de validation. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, donc avec l'APBI, avec l'OSIM, bien entendu piloté par le ministère de la Transition numérique. Et ça, je pense, ça a été une bonne chose que notre tutelle aujourd'hui soit la transition numérique, parce que c'est là où il y a un enjeu, c'est là où il y a des budgets, et c'est là où des décisions importantes vont être prises. Et on a un très beau dispositif qui est en attente de validation avec des aides directes pour des créations d'emplois et qui vont nous faire gagner quelques points de compétitivité. Donc les as sont encore alignés pour qu'on continue à croître à 2 chiffres sur les 10 années qui viennent. Voilà.
Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je donne un petit topo, une présentation par rapport à mon entreprise. Donc, je représente Alten Technologies au Maroc. Donc, on est au Maroc depuis 2014. Aujourd'hui, on compte 2400 ingénieurs et techniciens qui travaillent dans l'ingénierie et dans l'IT, avec multiples clients, automobiles, télécommunications et autres. Et aujourd'hui, les challenges qu'on rencontre aujourd'hui et que nos confrères CAP, je suis un ex-CAP Engineering aussi, c'est les talents et les ressources aujourd'hui, surtout quand on parle de massification, quand on a des projets qui dépassent les 200, 300, 400 ingénieurs de RIMPAP. Avec l'arrivée de PSA à l'époque, à ex-PSA, on pouvait faire, d'accord? Aujourd'hui, avec la technologie demandée par les constructeurs automobiles, tout ce qui est ADAS, qui tourne autour du véhicule autonome, etc., on ne peut pas faire la massification. Et si on veut la faire, c'est très cher. Donc, je pense, de notre point de vue aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les talents. Je ne parle pas de... C'est les talents. C'est de trouver des gens qui sont vraiment très bien formés et qu'on peut mettre sur des projets pour faire du plug and play. On a beau à faire aujourd'hui de la montée en compétences, signer des MOU et des conventions avec les universités, mais avec la masse des projets qu'aujourd'hui on arrive à vendre à l'international. Mais pour staffer, si on se compare à il y a 3 ou 4 ou 5 ans, c'est un peu difficile. Surtout sur des métiers un peu pointus. Donc on est présent au Maroc depuis 2016. C'est pas du rap. Et donc on s'est installé aussi à Tétouan. On a été les précurseurs au niveau de la zone de Tétouan-Chor. On est aujourd'hui le premier employeur IT au niveau du Maroc, du Nord. Et on a développé également récemment l'activité BPO, donc sur les métiers administratifs, RH, et avec des demandes aussi un peu atypiques, des avocats, des gens qui travaillent dans l'ingénierie, BPM. Et je pense que en général en Europe, tout le monde est très surpris par notre capacité linguistique, chose qui n'existe pas ni en France, ni en Espagne. Donc tout le monde est surpris en général de notre capacité à parler 2, 3, 4 langues. Et ça, c'est vraiment un atout que l'on a, et peut-être que l'on ne met pas assez en avant en dehors de nos frontières. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts, mais on n'a pas toujours l'opportunité de les vendre en dehors du Maroc. Donc quand on a des visites, oui, on le fait, tout le monde repart très content, très satisfait, mais on devrait aller aussi le communiquer. C'est ce que faisait aussi l'AMDI un certain temps, au-delà de nos frontières, parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui aimeraient revenir au Maroc, et il y a des opportunités également de nous faire connaître mieux au-delà de nos frontières. Après, au niveau des talents, c'est clair que c'est le principal challenge. Je pense qu'on doit travailler toute la partie jeunes lauréats, travailler davantage avec les universités pour qu'il y ait beaucoup plus d'adaptation, de formation à nos besoins, non seulement les besoins techniques, mais les besoins de langue, les besoins de soft skills. Donc je dirais qu'il faut travailler davantage les échanges université-entreprise et éventuellement faciliter aussi l'immigration de travailleurs subsahariens ou d'informaticiens au niveau du continent, parce qu'on est limité à certains pays qui ont des accords, mais pourquoi ne pas répliquer un peu la solution qui a été prise en France avec le visa talent, faire un African IT Talent aussi pour pouvoir recruter plus facilement, pas seulement des gens du Sénégal ou du Maghreb en général, mais de la Mauritanie donc il y a aussi beaucoup plus d'échanges, parce qu'il y a un vrai besoin, non seulement en junior, mais pour des ressources aussi expérimentées. Donc voilà, on espère qu'on pourra élever ces points au niveau de la PBI, au niveau du ministère, pour reprendre un petit peu
les initiatives auparavant d'échanges entre les différents collègues et redynamiser l'activité du secteur offshoring, qui n'est pas toujours un secteur très attractif pour les informaticiens en général. Préfèrent aussi travailler dans une banque ou dans une assurance ou dans un ministère que dans l'offshoring. L'offshoring, c'est pas toujours un terme... non ? Peut-être il faut changer le nom de l'offshoring à quelque chose de plus digital ou quelque chose de plus marketing, plus vendeur. Lorsque je vous entends parler tous, mes amis, si vous permettez, donc lorsque je vous entends tous parler maintenant, j'ai l'impression que l'offshoring va bien au Maroc et qu'il n'y a pas de problème, parce que moi, j'entends l'IA, j'entends beaucoup de choses, et moi, de quoi j'ai peur? J'ai peur que demain, le Maroc, le gouvernement, il a l'impression que ce qu'il a créé comme emploi, c'est acquis. Moi, j'ai peur parce que le gouvernement dort un peu et il faudrait que, autour de la PB, créer ce pôle offshoring, parce qu'il est très important à la PB, ce pôle offshoring. Et il faudrait se regrouper comme les commissions qu'on a créées, que vous puissiez travailler sur la problématique. Essayez de travailler de telle sorte à améliorer l'offshoring au Maroc et à créer encore plus d'emplois pour le Maroc et pour l'Afrique. Par exemple, vous avez parlé, par exemple, les subsahariens qui viennent au Maroc, il faut leur faciliter parce qu'on perd aujourd'hui des emplois qui partent au Canada, qui partent dans d'autres pays. Il faut en créer pour ramener de la richesse dans notre pays. Moi, j'ai envie que, autour de ce sujet-là, que l'offshoring à travers la PB soit vraiment consolidé de telle sorte à ce qu'on puisse résoudre les problèmes de demain. Merci. Là, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec la PBI. C'est pas le seul acteur, la PBI, il y en a d'autres. Parce que la PBI ont clairement une légitimité sur les métiers qu'ils représentent, mais il y a aussi les autres métiers de l'outsourcing. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec le gouvernement. Et on a une ministre qui est vraiment à l'écoute aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec un cabinet de conseil international pour identifier tous les irritants qui nous empêchent d'aller plus vite, tout ce qui nous permettrait de gagner en compétitivité, qui nous permettrait d'accroître la taille du bassin de l'emploi. Et donc clairement, le discours qu'on a aujourd'hui, c'est pas ce qu'on dit au gouvernement. Au gouvernement, on leur dit si vous faites rien, tout le monde va aller ailleurs. Mais la réalité, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont rien fait et qu'on a encore eu 14% de croissance cette année pour un secteur qui a démarré il y a 20 ans. Donc l'outsourcing au Maroc va très bien. C'est évident. C'est autant de revenus que l'aéronautique. C'est dans le top 5 des métiers mondiaux du Maroc. Vous n'avez pas beaucoup de secteurs qui maintiennent des niveaux de croissance aussi. Premier secteur en plus. Donc, effectivement, il faut identifier ce qui nous permet d'aller plus vite, mais il est hors de question d'être alarmiste avec des performances qui sont aussi belles. Et on reste dans le top 3 des créateurs d'emplois pour les jeunes. On reste un vrai laboratoire en termes d'innovation dans tous ces nouveaux métiers qui sont... Et dans l'offre du digital, dans cette fameuse vision digitale 2030, heureusement que l'outsourcing existe. Parce que c'est là où on peut exhiber des vrais success stories, des très belles boîtes qui ont démarré de zéro et qui s'exportent partout dans le monde. Et donc, il y a réellement de quoi être fier. Maintenant, évidemment que sur les ressources, on est limité et on pourrait recruter beaucoup plus. Au niveau de la compétitivité, évidemment, c'est un scandale que les frais télécoms n'aient pas bougé depuis 15 ans, que dans les zones dédiées, on paye plus cher que dans des villes de province en France. Bien sûr qu'on le dit et on n'arrête pas de le redire. Malheureusement, on n'avait pas une écoute suffisante auparavant. Là, on est confiant parce que là, la stratégie, elle est prête. Ça fait plusieurs mois qu'elle est prête. Le chef de gouvernement, il l'a reçue. On attend qu'elle soit validée. Et on va avoir des mesures audacieuses qui vont être annoncées. Donc, on n'a pas du tout chômé, ni la PBI, ni la FM présente. Et on est ensemble sur le sujet. Après, c'est pas nous qui faisons les lois.
Et puis il y avait aussi des choses qu'on avait mises en place et qui n'étaient pas appliquées dans les précédents gouvernements. Les mesures sur l'IR, qui étaient très attractives, 20%, c'est très compétitif, mais on ne payait pas. Donc moi, c'est la première chose que j'ai dit aux nouveaux responsables aujourd'hui, c'est leur dire commencez par tenir vos promesses sur ce qui était fait auparavant, avant d'imaginer quelque chose d'extraordinaire. Juste si vous permettez, parce qu'il y a quand même une femme qui vient de rejoindre, on n'était pas si nombreuses au démarrage, donc peut-être Badra. Bonjour tout le monde, Badra Amdawa, présidente du groupe Capgemini au Maroc. Donc, ravi de faire votre connaissance. Tout d'abord, quelques chiffres concernant le groupe Capgemini Maroc, et ça fera écho par rapport à ce que vous avez mentionné. C'est 6500 collaborateurs aujourd'hui à travers le Royaume du Maroc, à la fois dans les activités d'engineering et d'IT. Et oui, sur ces dernières années, nous avons une belle croissance. L'année dernière, plus de 25% de croissance dans le secteur d'activité. 2000 recrutements, l'intégration de 800 stagiaires qui ont été pratiquement tous convertis à travers des CDI. Donc oui, globalement, en présentant ces chiffres, on peut dire que le secteur de l'outsourcing se porte bien. Néanmoins, l'un des principaux enjeux, vous l'avez très bien dit, c'est les talents. Les talents, sous 3 formes de dimensions. La première, c'est comment les attirer dans un contexte qui est hautement compétitif. Comment les développer pour répondre au mieux aux attentes du marché. On va pas se mentir. Aujourd'hui, le marché évolue à une vitesse grand V dans le secteur d'activité. L'environnement économique ne nous aide pas nécessairement. On a par ailleurs l'intégration de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus demandée par nos clients. Comment cette intégration de l'intelligence artificielle va rentrer en composition par rapport à notre business model. Et enfin, ces talents, comment les garder? Parce qu'on a également une compétition qui est accrue au niveau de l'international. Pour vous donner quelques chiffres, on a quasiment 30% de notre attrition qui est relatif à des jeunes talents marocains qu'on forme, qu'on développe, sur lesquels, en fait, les compagnies à l'international viennent les chercher directement dans le cadre de nos entités. Donc, c'est un véritable challenge. Et juste pour rappeler quelles sont l'essence même de ce qu'on appelle un Global Delivery Center, et ça, il faut le rappeler, c'est trouver le bon talent au meilleur prix. Et c'est important, cette notion de profitabilité. Cette notion de profitabilité, aucun de nos clients ne l'oublie. Il faut l'intégrer dans la manière dont on construit nos business models, tout en conservant ce canevas d'excellence opérationnelle. Donc, ce fameux triangle d'or qu'on doit respecter, c'est quelque chose qui est compliqué et qui nécessite constamment de se réinventer, d'être créatif et d'avoir ce type de discussion tous ensemble pour voir comment maintenir cet équilibre. Si possible, vous remercier aussi parce que ça revient exactement au point que j'avais soulevé. Il n'y a pas un manque de ressources, mais il y a un problème que les ressources ne restent pas longtemps chez nous. Comme vous l'avez cité, il y a 30% des ressources qui, après être développées, après être mises à niveau, ils disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attractés ou bien de certaines entreprises à l'international avec un rêve que à l'international, ils vont avoir une opportunité de croissance qui n'est pas réelle. Aussi, il y a un autre point. Je remercie ce que mon collègue il vient de citer. Oui, le secteur, il va bien. La croissance durant les dernières années, ils vont de 14%. Mais regardons le secteur sur l'Afrique. Le secteur en Afrique, durant les 5 dernières années, il a triplé. Donc, si je pars que le Maroc a généré une croissance de 14%, pourquoi les autres destinations, ils ont généré une croissance qui s'élève à 100%? Non, pas uniquement pour ça. Parce qu'ils sont apparus comme low cost, destination low cost. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, on a des entités en Afrique. Pourquoi? Parce que si je veux offrir du low cost, il y a d'autres destinations. Mais si je veux différencier le Maroc, c'est la qualité du service, comme vous l'avez dit, en parlant sur les nouvelles technologies, les choses que je peux offrir et travailler pour développer l'industrie elle-même. Il y a beaucoup de potentiel, oui, mais comme aussi vous l'avez dit, il y a un risque. Oui, peut-être c'est correct que j'arrive à créer 10 000 emplois, mais la réalité, c'est que au Maroc, dans ce secteur, il y a une possibilité de créer le triple de ce monde. On peut arriver facilement à 30 000 emplois par an. La réelle problématique, c'est que le niveau d'attrition
avec les jeunes, il est très élevé. La perception du domaine de centre d'appel ou de l'industrie de l'offshoring n'est pas adéquate. Peut-être c'est une mentalité, peut-être c'est l'éducation, mais la perception des jeunes sur l'offshoring n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut. Ça, c'est mon point de vue. Je disais à Badra, en fait, un autre point, et je pense que, Youssef, vous avez raison aussi sur le fait de dire la bataille des coûts, elle est déjà perdue. Moi, ce que j'observe, en tout cas, au niveau de mon entité, qui n'a pas la taille de Capgemini, qui n'a pas votre taille, nous, on est vraiment le bras armé du groupe pour produire. D'accord? On est sur la production pour l'offshore. Aujourd'hui, ils viennent clairement pas pour nos prix. Ils viennent pour la qualité de nos services, ils viennent pour l'expertise. Et pour rien vous cacher, ils viennent surtout parce que nos collaborateurs ont encore envie de travailler, ce qu'eux rencontrent pas nécessairement dans leur écosystème européen, et plus particulièrement français. Donc voilà, dans notre attractivité, il y a aussi clairement l'état d'esprit du Marocain. Et c'est en ça où notre rôle d'ambassadeur est hyper important. On doit le défendre. Le gouvernement, comme vous le disiez, monsieur le vice-président, doit nous aider. Effectivement, les organisations comme la PEBI, elles doivent défendre, en fait. Et merci, monsieur Chalibi, d'avoir représenté tout ce qui se fait en background. Je pense qu'on communique pas assez sur ce qui est fait en off. Donc, on voit des choses, mais les membres de la PEBI ne voient pas nécessairement ce qui peut être discuté, ce qui peut être négocié, le résultat de ces études. Alors, je sais bien que pendant les pourparlers, on est quand même dans des chambres, voilà, où ça doit être confidentiel, mais voilà, donner quand même une communication qui est plus claire, en tout cas ne serait-ce que au moment, même si elle n'est pas publiée dans les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important. Et quand je discute avec des confrères, pas spécialement sur l'offshore IT ou l'offshore BPO, etc., ce qui me reporte, c'est que dans la plupart de leurs centres, quand il y a des nouveaux projets à mettre en place, ils sont systématiquement choisis comme pilotes. Donc c'est bien la preuve qu'on a des compétences, et je pense que c'est la raison pour laquelle l'offshore grandit. Moi, après, j'ai des sujets de frein parce que le marché local, on n'y est pas, l'Afrique, on n'y est pas, mais on a quand même des sujets pour vendre la destination au Maroc. Et parmi les sujets, il y a les sujets qui sont liés, on en discute tout à l'heure, au RGPD. Et peut-être qu'une institution comme la PEBI peut justement défendre ces sujets-là pour voir comment le gouvernement peut nous aider à rassurer les donneurs d'ordre sur ces sujets de conformité légale. Je ne sais pas si d'autres personnes ont les mêmes problématiques ou si je suis la seule, mais c'est un sujet que j'avais remonté il y a déjà quelques temps, sur lequel, voilà, moi je pensais tout à l'heure, j'en discutais avec M. Sabat, à mettre en place une charte RGPD compliant, certifiée par la PEBI, par la CNDP, et peut-être lancer ce type d'initiative, comme ça avait été fait à un moment par les call centers sur les sujets en fait qui sont liés aux risques sanitaires pendant la crise Covid, donc avec ce type de charte-là. Donc c'est une proposition, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour la noter. C'est mieux. Mais moi, t'as pas mon autorisation RGPD. Moi, je suis européenne, je peux la réclamer. C'est un lieu public. Vous n'avez pas la parole. J'entends là ce que vous dites, Nadia, avec ces Charaibi. Je vois qu'il y a une petite contradiction. Il y a ceux qui sont optimistes, ils disent qu'au Maroc, 14% de taux de pourcentage de plus. Et il y a ceux qui disent, notre ami a dit, dans les autres pays, à 30%. Moi, il faut continuer à travailler. Et surtout, lorsqu'on est en contact avec le gouvernement, il ne faut pas qu'on leur dise qu'on est en progression. Il faut qu'on leur dise qu'aujourd'hui, ça risque d'être difficile. Donc, il faut continuer. Et il faut vraiment continuer à travailler à PEBI, parce que moi, PEBI, c'est l'entête en haut qui peut ouvrir pas mal de trucs. Et en même temps, si vous travaillez à travers la PEBI, vous allez consolider cette fédération qui est là pour pas mal de métiers. Donc, l'offshoring est très important pour notre pays. Si vous arrivez aujourd'hui quand même à garder un nombre de Marocains dans vos sociétés, c'est parce que vous avez un encadrement supérieur. A dit tout à l'heure Nadia, la mentalité marocaine, c'est aller s'exporter. L'ingénieur avec sa famille veut aller au Canada, c'est toute une mentalité. Donc vraiment, vous avez un encadrement extraordinaire et vous arrivez par exemple parfois à ces cadrans qui sont importants dans vos entreprises, et il faut
continuer, moi, je vous dis exactement, travailler avec le gouvernement de telle sorte à ce que les acquis d'aujourd'hui ne sont pas toujours. Demain, peut-être en 2030, les choses vont changer. On compte sur vous à travers la PBI, de telle sorte à ce que ces tables rondes continuent à exister et à réfléchir pour ce secteur qui est très important. Juste un petit commentaire. Bon, je crois qu'il y a aussi beaucoup de Marocains. Il y a plus de Marocains, je pense, qui veulent rentrer aujourd'hui que de Marocains qui veulent partir. Je pense qu'après le Covid, il y a eu un moment clé. Aujourd'hui, bon, on a beaucoup moins, nous, de départ, au moins en France. Aujourd'hui, la France n'est plus une destination intéressante, attractive. Et on a plus de gens intéressés par les marchés anglophones, Middle East, un peu comme les footballeurs. Voilà. Mais je crois qu'on ne doit plus positionner le Maroc comme de l'offshore francophone. Aujourd'hui, on est à la limite plus anglophone, européen, mais aussi on a des choses à faire au niveau du marché Middle East, mais pas les limiter uniquement à la France, parce que, comme vous savez, le français aujourd'hui est de moins en moins utilisé, de moins en moins populaire parmi les jeunes, et tout le monde veut travailler en anglais. Chez nous, ils ont l'opportunité de travailler en anglais, en espagnol, en hollandais. Donc, les jeunes, cette génération ne veut plus être francophone. Elle veut plus d'international. Moi, je ne suis pas un acteur du secteur de l'offshoring, mais un des éléments sur lequel, ce que disait Cheikh Chraïbi, ce que vous dites tous, c'est demain, la bataille, c'est sur les ressources, hein, c'est extrême. Et moi, je pense qu'un des sujets sur lesquels il faut demander aussi de l'État pour qu'il se bouge, c'est vraiment la capacitation, c'est de créer plus d'ingénieurs. Ça, c'est un élément important parce qu'on peut faire ce qu'on veut. La taille du marché va absorber ce qui sort et ce qui existe. Si on n'a pas suffisamment d'ingénieurs de sortie d'école, on pourra pas avancer. On sera toujours sur cette tension. Je vous donne un exemple. La Chine, c'est 300, 400 000 ingénieurs. L'Iran, c'est en troisième position de ce 150 000. Vous voyez, donc c'est là, on est 10 000 ingénieurs ou 10 000 ingénieurs et assimilés. Ça, c'est un élément sur lequel il faut jouer pour que la pression descende, et c'est extrêmement important. Permettez-moi de prendre la parole. Je veux juste commenter un petit peu un point très très important que José tout à l'heure avait cité. C'est la partie IR au Maroc. Et moi, je vous raconte une anecdote par rapport à l'un de nos talents que j'avais dans mes équipes, qui a eu une offre à l'international. Pas pour la France, mais en Europe. Et j'ai essayé de le retenir en augmentant le salaire, etc. Il s'est posé à côté de moi et il m'a dit, voilà, on va faire un petit calcul. Moi, je suis marié, j'ai un enfant, voilà combien je paie en IR, voilà ce que j'ai devant ce que je paie aujourd'hui, voilà ce que le pays hôte m'offre. Il m'a convaincu. Je l'ai laissé partir. Franchement, ça, c'est une question. L'IR au Maroc, je pense que c'est un problème aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui quittent par rapport à ça. Qu'est-ce que je paie vs qu'est-ce que je reçois? D'accord? Et quand on parle aujourd'hui de l'offshore, on doit absolument splitter un petit peu les problématiques entre le secteur de Cheikh Chraïbi, de l'outsourcing, le secteur de l'ingénierie et de l'IT. Je pense que chacun ses problématiques aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, le problème, c'est un problème de talent. Et aujourd'hui, comme a dit Madame Badra, tu prends des sorties d'école, tu les formes, tu investis beaucoup d'argent et au bout de 2 ans, tu as une boîte qui vient de l'étranger, qui offre ces avantages-là et qui le pique et qui commence du plug and play direct dans un autre pays et c'est malheur. Donc, elle a cité tout à l'heure 30%, c'est le cas pour nous aussi. Les gens qui partent à l'étranger, toujours les raisons, c'est départ à l'étranger. Sans compter le turnover entre nous. Ça, on augmente les enchères entre nous sans en parler, ça c'est sûr. Il faudrait qu'on en discute aussi. J'aimerais ajouter un petit commentaire. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des spécificités pour chaque type d'activité dans l'offshoring. Et je pense qu'il y a des problématiques
spécifiques pour chaque type d'outsourcing. Et moi, je rejoins plusieurs parmi vous aujourd'hui, et c'est Abdelkarim. Donc, il y a vraiment un challenge sur la partie coût. Aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu proactif. Et il y a de plus en plus de pression économique des acheteurs européens. Et dans les 18 mois à 12 mois à venir, je pense qu'il y a beaucoup de lignes qui vont partir à l'étranger. Si on n'a pas de solution, qui peuvent les héberger et proposer des solutions qui répondent à ces pressions économiques qu'on peut pas négocier des fois. Je pense que la partie infrastructure, là, il faut tirer une alerte par rapport à ce point-là. Et puis, sur la partie infrastructure, je pense là, il faut aussi tirer une sonnette d'alarme pour pouvoir, même s'il y a des solutions de flex office, etc. Mais je pense qu'il faut faire un peu de pression pour pouvoir rester compétitif en termes d'infra. Donc voilà, merci. Non, il y a des mesures très importantes qui sont sur la table depuis presque 2 ans, qui sont finalisées aujourd'hui, qui sont en attente de validation, qui ont été présentées au chef de gouvernement il y a quelques semaines. Alors, je ne peux pas en dévoiler le contenu parce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que on va avoir des aides directes à la création d'emplois. Et ça n'a jamais été fait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, on était dans des modèles de remboursement. Là, ça va être des primes directes versées à chaque CDI créé. Je ne peux pas vous dire le montant, mais il est important. On va avoir un système qui va être repensé complètement par rapport à la formation. Au départ, on devait faire appel à des organismes externes. On devait faire toutes les dépenses en termes de formation et attendre quelques années pour être remboursé. Là, aujourd'hui, on devrait avoir une aide directe calculé sur la masse salariale globale de l'entreprise avec un pourcentage qui va être versé directement parce qu'ils ont compris que dans notre métier, la formation, c'est notre métier de base également et que toutes les entreprises qui sont labellisées et qui sont reconnues comme des acteurs sérieux, parce qu'il y a quand même aussi, il faut faire le tri entre ceux qui essayent de bénéficier des subventions et ceux qui sont réellement là depuis longtemps pour travailler avec une éthique qui doit être importante à démontrer aussi parce qu'on parle de deniers publics. Donc, il va quand même y avoir une procédure de référencement. Mais à partir de là, ça va être des aides directes qui vont être versées également pour supporter nos efforts en termes de formation. Au niveau de l'IS, on devrait conserver un avantage par rapport aux autres industries, même s'il y a eu beaucoup de discussions, notamment on a vu les problématiques de zones grises pour CFC, etc. Pour le secteur, on va garder un avantage. Et enfin, pour l'IR, on a déjà une bonne mesure. Seulement, c'était son application qui était compliquée. Et là, également, on a une promesse avec des budgets pour avoir un circuit de validation digitalisé et beaucoup plus court. Donc, voilà, on a vraiment travaillé sur le sujet. On a demandé des choses qui sont ambitieuses. Et on est très confiant sur notre capacité à les obtenir. C'est une question de semaines parce que ça doit être validé au plus haut de l'État aujourd'hui. Voilà. Par rapport aux ressources, moi, j'ai totalement conscience qu'on a une problématique de vivier qui est insuffisant. En même temps, il faut quand même saluer les initiatives importantes, notamment avec l'UM6P qui est en train de faire des choses miraculeuses dans plusieurs villes du Maroc et qui va nous permettre de produire plusieurs milliers d'ingénieurs en plus chaque année dans tout le Maroc, de très haut niveau. Donc moi, j'ai visité, j'ai regardé ce qu'ils faisaient en termes de programmes, en termes d'infrastructures, en termes de rapprochement avec le milieu de l'entreprise aussi, qu'ils impliquent de plus en plus pour s'assurer d'une adéquation entre les formations qui sont dispensées et les besoins réels des entreprises. Là encore, on a fait un pas de géant en quelques années avec ces initiatives-là. Et pour finir, je pense que depuis le Covid, il s'est passé quelque chose de fondamental au niveau des ressources, c'est-à-dire que finalement, le remplacement devient un petit peu secondaire, puisque aujourd'hui, avec ce boom du télétravail,
Les gens n'ont même plus besoin d'aller en France, en Allemagne ou en Angleterre. Ils peuvent très bien travailler directement pour ces mêmes entreprises sans même avoir à s'expatrier. Et ça, c'est un sujet qui devient mondial. Aujourd'hui, il n'y a plus de nord, de sud. Il y a une petite planète qui s'est aplatie et qui fait qu'à partir du moment où on a une compétence, on peut la vendre à celui qui la mérite le mieux au prix au plus offrant. Et là, pour le coup, ça va avoir tendance à s'uniformiser, notamment chez les ingénieurs au niveau informatique, sur les technologies les plus actuelles. Ils n'auront même plus besoin de prendre leur famille, d'aller s'installer. Ils pourront très bien le faire directement pour les entreprises qui les intéressent à distance. Et donc, c'est plus vraiment ce sujet qui va jouer. Et moi, j'assiste aussi à un mouvement de retour qu'on remarque, nous, dans notre métier. Aujourd'hui, chez Outsourcia, on a plus de 30% des personnes qui travaillent chez nous qui ne sont pas des Marocains. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens d'Afrique subsaharienne, mais également beaucoup d'Européens, de managers qui veulent vivre au Maroc, ou des gens des Marocains de la diaspora qui reviennent. Donc, je pense pas qu'on soit plus mal loti aujourd'hui qu'il y a quelques années. Voilà, pour finir sur une touche positive. Merci. Apparemment, on m'a dit que 16h était arrivé, donc merci. Ouais, une photo tous ensemble avec plaisir. C'était